Bonjour à vous et bienvenue dans le 178e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de Jesse Owens, des Miles et des Miles, un album de circonstance avec l'approche des Jeux Olympiques, un titre signé Gradmir Smudja que publient les éditions Futuropolis. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants. Gonzo voyage dans l'Amérique de Las Vegas Parano, un road trip que l'on doit à Morgan Navarro et aux éditions d'Argo. Je parlerai ensuite de l'album Un sombre manteau, titre que l'on doit à l'auteur d'origine espagnole Jaime Martin, ainsi qu'aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. J'aborderai aussi la sortie du 3e tome de la série Les Cœurs de Ferraille, un titre baptisé Sans penser à demain, que l'on doit au scénario du duo BK, au dessin de José Luis Munuera, et c'est également publié chez Dupuis. Ensuite, je vous parlerai du 2e et dernier tome de l'Élixir de Dieu, un tome baptisé Deus Ex Alambicus, pour une histoire que l'on doit au scénario de JF, au dessin de Christelle Galland, et le diptyque est publié chez Grand Angle. Je vous présenterai Crystal Céleste, un album qui aborde la thématique de l'entrée dans l'âge adulte, un titre que l'on doit à l'auteur anglais Joe Sparrow et aux éditions Sarbacane. Enfin, je terminerai par la sortie du 9e et dernier tome des Cahiers d'Esther, baptisé Histoire de mes 18 ans, la fin de la série à succès signée Riyad Satouf, édité chez Alary Éditions, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très belles futures lectures. En cette année olympique, nombreux sont les titres en librairie qui reviendront sur des athlètes ou des exploits, mettant ainsi en avant les vertus du sport ou leur capacité à transcender les passions ou à rassembler les peuples. C'est donc assez naturellement qu'un album a été consacré à l'immense Jesse Owens, lui qui, en 1936, a su faire mentir les délires d'une Allemagne nazie qui voulait élever la race aryenne au pinacle sans savoir que c'est un jeune noir américain qui allait briller à Berlin. Voilà donc le destin que nous propose de découvrir le très talentueux auteur d'origine serbe, la Yougoslavie au moment de sa naissance, Gradmir Smudja, dans un titre qui interpelle par son audace, mais surtout sa beauté graphique. Plus qu'une biographie classique qui évoque la vie d'un athlète, de sa naissance jusqu'à sa mort, par un jeu poétique et parfois métaphorique, on va découvrir le destin du jeune Jesse à travers une évocation qui permet de se replonger aussi dans le contexte de cette Amérique ségrégationniste. C'est à Oakville, une petite ville de l'Alabama, un certain 12 septembre 1913, que commence le récit dans une maison plongée dans l'obscurité qu'éclairent les lumières intérieures, symbolisant au passage tout le danger qui peut régner à l'extérieur. Prénommé James, on appellera vite Jesse, celui qui est déjà le 11e enfant d'un couple qui vit chichement dans une Amérique qui n'accorde pas la même place aux Noirs dans la société, ce que découvrira rapidement le petit Jesse. Dans cette famille où le père est paysan, Jesse Owens passe une grande partie de sa vie au grand air, entouré par les animaux. Ici, Gradmir Smudja se sert de cette ménagerie pour stimuler le jeune garçon et le faire courir de tous côtés, forgeant ce qui fera sa force plus tard. Chétif et fragile, Jesse s'endurcit dans cette vie au milieu de la nature, même si bientôt il va suivre ses parents direction Cleveland, ville industrielle où la famille devrait trouver plus facilement un travail et de quoi nourrir l'ensemble des enfants.
Mais entre la Grande Dépression qui va toucher le territoire américain et le Ku Klux Klan qui sévit dans la région, rappelant la dure condition des Afro-Américains à cette époque, rien n'est simple pour un Jesse Owens qui se découvre un don pour la course à pied. Baptisé Jesse Owens, des miles et des miles, l'album nous montre le personnage en train de courir en permanence, comme si le jeune homme courait après un destin dont on se rapproche au fur et à mesure que les pages se tournent. Ce destin, vous le connaissez sûrement si vous êtes comme moi amateur de sport, c'est cette quadruple médaille d'or qu'il remportera aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, un exploit d'autant plus retentissant qu'il se produit dans une nation qui a fait de la xénophobie une véritable politique d'État. Un entraîneur va d'ailleurs jouer un rôle considérable dans sa carrière, Larry Snyder, lui qui va le préparer à devenir l'athlète de haut niveau qui laissera à vie son nom au firmament des vedettes de l'athlétisme mondial. Plus que l'exploit olympique que tout le monde connaît, l'ouvrage revient aussi sur un autre exploit que va accomplir Jesse Owens, exploit d'autant plus remarquable qu'au moment où il l'accomplit, il souffre atrocement du dos et peut à peine se déplacer seul. Nous sommes le 25 mai 1935 à Ann Arbor, dans le Michigan. Âgé de 21 ans, Owens va égaler ou battre pas moins de 4 records mondiaux en l'espace d'une heure aux 100 yards, au saut en longueur, aux 220 yards et aux 220 yards haies. Déjà marié à Minnie Russ Solomon et papa, Jesse Owens ne permet plus aux suiveurs des compétitions d'athlétisme de douter, il sera un jour un grand champion. Et la suite de l'album finit ainsi de nous raconter cette légende. C'est peu de dire que ce destin hors norme est vraiment passionnant à découvrir, mais il l'est aussi parce que l'album que nous propose Gradmir Smudja est d'une rare beauté, avec un splendide dessin qui se déploie en grand format. Après s'être attaqué à Mozart ou encore Van Gogh dans des biographies tout aussi enlevées, il nous gratifie ici d'un album somptueux où la caricature se mélange avec un dessin semi-réaliste de toute beauté, le tout raconté à hauteur d'un chat qui parle, surnommé Essej Snevo. On le suit nous narrer ce destin singulier dans les 125 pages de ce titre, avec un dessin tout à l'aquarelle, ponctué de splendides doubles pages, qui sont un véritable régal pour nos yeux de lecteurs. Ne respectant pas la véritable histoire de Jesse Owens, mais essayant avec astuce et une certaine poésie de nous faire toucher à l'essentiel de ce que fut cet homme, il nous prend par la main pour nous emmener dans son ouvrage qui laisse une belle impression une fois l'objet fermé. Ce sont les éditions Futuropolis qui publient cet album, sorti le 5 juin dernier en librairie, un titre passionnant dans lequel j'ai adoré me plonger, une bande dessinée parfaitement de circonstance au moment où les Jeux Olympiques s'apprêtent à être disputés chez nous, un pays où de nouveaux périls surgissent aussi. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est par un road trip aux États-Unis que j'ouvre cette revue des sorties, un voyage qui va de Denver jusqu'à Los Angeles pour faire revivre une Amérique, celle du film Las Vegas Parano et de son créateur Hunter S. Thompson. C'est à Morgan Navarro que nous devons ce petit périple en terre américaine, un périple à la découverte de celui qui a inventé un nouveau genre de journalisme, le gonzo, un journalisme où le journaliste est aussi le sujet de l'article. Après nous avoir expliqué ce qui le relie à l'univers de Thompson, que ce soit la claque qu'il a pris quand il a vu l'adaptation qu'a fait Terry Gilliam sur grand écran de Las Vegas Parano, ou son amour pour certaines drogues quand il était plus jeune, Morgan Navarro va tenter de convaincre son éditeur de l'envoyer de l'autre côté de l'Atlantique. C'est comme cela qu'il va se retrouver à prendre l'avion direction les States. Là-bas, il sera rejoint par son ami preneur de son et grand intervieweur qu'est Jack Souvent. C'est donc ce duo que nous allons suivre sur les 160 pages de cet album baptisé Gonzo, Voyage dans l'Amérique de Las Vegas Parano. Là-bas, nous avons droit à une double narration. Comme dans un reportage en mode gonzo, Morgan Navarro nous raconte les rencontres qu'il va faire avec celles et ceux qui ont connu Thompson, en même temps qu'il nous parle de lui. Il en résulte un album au style enlevé, qui ne manque pas d'humour, mais qui permet aussi d'en apprendre un peu plus sur le créateur du journalisme gonzo, un personnage que je ne connaissais pas vraiment, pour être honnête.
L'album est aussi truffé de passages savoureux où Morgan Navarro se raconte en personnage angoissé, capable de flipper pour un rien, une angoisse qu'il prend le temps d'expliquer au lecteur au fil des pages. Pendant ce temps, Jack est occupé au téléphone avec sa nouvelle fiancée, beaucoup plus jeune que lui, un écart d'âge qui est devenu aussi pour lui une source d'angoisse, d'où les fréquents appels qu'il échange avec sa belle. Mais durant les pages de cet ouvrage, on découvre aussi d'anciens compagnons de route, comme Ron Whitehead, mais le duo se met aussi en quête d'interviewer la veuve du journaliste ou encore un certain Johnny Depp, devenu ami avec Thompson sur le tournage du film. Bref, c'est cette itinérance que l'on découvre avec ce dessin si caractéristique chez cet auteur, un dessin comme pris sur le vif qui apporte beaucoup de fraîcheur et de pertinence à ce titre. Rehaussé par les couleurs vives de Clémence Sapin, ce dessin, que certains jugent de caricatural, ce que dément l'auteur, participe grandement au plaisir de cette lecture dont la couverture est déjà une belle entrée en matière. Ce sont les éditions d'Argo qui publient ce titre, sorti le 24 mai dernier en librairie, un album jouissif et un rien foutraque que j'ai beaucoup aimé découvrir et que je recommande chaudement. Dans son nouvel album, baptisé Un sombre manteau, l'auteur espagnol Jaime Martín nous entraîne dans un petit village des Pyrénées au milieu du 19e siècle, un petit village qui va bientôt être touché par une maladie encore mortelle à l'époque, la rage. Mais en attendant de découvrir les dégâts qu'elle va y réaliser, nous allons faire connaissance avec les habitants de ce village et surtout une en particulier, une certaine Mara. Véritable ermite qui a décidé de vivre à l'écart du village, Mara est ce que l'on appelle alors une trémentinaire, c'est-à-dire une guérisseuse comme on les appelait de l'autre côté des Pyrénées en Catalogne. La vieille femme vit dans une grande bâtisse et durant l'année, elle parcourt la nature à la recherche des plantes et des éléments qui lui permettront de préparer des potions ou des onguents qui viendront en aide aux habitants du village en contrebas. Aussi indispensable que redoutée, la vieille femme fait aussi bien jaser pour les pouvoirs qu'elle possède que pour son mode de vie qu'elle a voulu en dehors de toutes les normes de cette époque. Elle a aussi un certain pouvoir chez les enfants, entre les garçons qui lui jettent des pierres, certainement après avoir entendu les histoires que colportent les adultes sur elle, et la jeune Sol qui est fascinée par le pouvoir de Mara qu'elle voudrait imiter un jour. La vie de Mara s'en voit bouleversée le jour où débarque chez elle une jeune femme venue de la ville, complètement mutique et affamée, elle va trouver refuge chez la guérisseuse qui l'accueille avec beaucoup de bienveillance. N'ayant plus goût à la vie, elle va se requinquer en douceur dans cet endroit isolé avec une Mara qui a décidé de veiller sur elle comme si les deux femmes étaient en lien direct. Au village, ça fait jaser et Mara est obligée de la présenter comme sa nièce Serena, faisant planer sur elle un mystère supplémentaire autant pour les villageois que pour les lecteurs. À travers cette histoire de femme, Jaime Martín nous parle de ce sombre manteau qui pèse sur elle dans cette région et à cette époque, un manteau que certaines aimeraient bien retirer une bonne fois pour toutes. Ces femmes libres, qui fascinent et qui inquiètent à la fois, sont ici bien incarnées par Mara et Serena, ou encore la jeune Sol, qui aimerait prendre la relève à son tour. Aussi intelligente que passionnante, cette aventure sait mettre en place une véritable ambiance que vient souligner un dessin semi-réaliste aux couleurs très sombres, qui finissent de donner du caractère à cet ouvrage. Les cadres se resserrent souvent pour aller chercher l'émotion chez des personnages que le poids des traditions et du qu'en dira-t-on finit d'assommer pour une histoire qui remet en cause cet ordre établi et se place volontiers du côté de l'opprimé. Ce sont les éditions Dupuis dans la prestigieuse collection Air Libre qui publient ce très bel album que j'ai trouvé captivant, un album sorti le 7 juin dernier en librairie qui fut pour ma part un véritable coup de cœur. Toujours chez Dupuis, avec Sans penser à demain, nous tenons entre nos mains le 3e tome de la très bonne série Les Cœurs de Ferraille que nous devons au duo Becca pour le scénario et José Luis Munuera pour le dessin. Si ici on ne peut pas vraiment parler de série à suivre, l'univers déployé par le duo Bertrand Escaïche et Caroline Rock permet de retrouver d'un épisode à l'autre des personnages ou des robots qui nous sont familiers. Dans le nouveau venu en librairie, nous sommes dès les premières pages plongés dans l'univers d'une usine où des robots contremaîtres supervisent avec une certaine exigence le travail des humains. Mais voilà, la révolte gronde chez ces mêmes humains qui n'acceptent pas cette domination et qui se rebellent, provoquant une importante mutinerie qui ne pourra être arrêtée qu'en envoyant un limier.
Si vous suivez cette série, ces robots vous sont certainement bien connus. Plus grands et plus massifs que leurs congénères, ils sont surtout réputés pour être impitoyables dans les tâches qu'on leur confie, tant pis s'il faut faire du dégât. Si le riche industriel à qui appartient l'usine est content de cette intervention, sa fille, la jolie Nayad, qui a assisté à toute la scène depuis une cachette, ne peut quitter des yeux cette imposante machine qui a su se faire respecter avec autorité. C'est ainsi qu'elle prend l'initiative d'inviter le robot à la maison pour le remercier, avec le secret espoir de le revoir et d'en apprendre un peu plus sur celui qui d'habitude fait preuve de retenue et d'une certaine discrétion. À travers cet épisode, il est ici question d'amour et de sentiments entre deux races, les humains et les robots, que tout doit naturellement opposer, mais qui finissent par se retrouver dans la douceur et la bienveillance. Ici, le scénario d'Ebeka pousse même cette logique jusqu'au bout en accordant des sentiments à ce type de machine que l'on pense sans cœur, les limiers que l'on commence à bien connaître. Avec son robot de compagnie surnommé Marceau qui veille sur elle et lui raconte des histoires, Nayad a tout du profil de la jeune bourgeoise qui attend son prince charmant, sauf qu'ici, elle saura faire preuve d'initiative et aller contre l'avis de sa famille. Comme toujours aussi, le superbe dessin de José Luis Munuera apporte beaucoup de caractère à cette troisième livrée, offrant de superbes planches qui rendent cette histoire aussi captivante que vivante, grâce à un trait gracieux et précis qui fait des merveilles. Avec ce troisième tome, les Cœurs de Ferraille continuent de s'imposer comme une série passionnante et intelligente, une belle réflexion métaphorique sur la différence et sur les façons que peuvent avoir les êtres humains pour les gommer pour peu que l'on ait un cœur pur. Sorti le 7 juin dernier aux éditions Dupuis, en 72 pages, on se plonge ici dans un récit singulier et audacieux dans son traitement, et comme vous le devinez certainement, voici une série pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Après une première partie remarquée que j'avais pris le temps de présenter l'an dernier, voici qu'est arrivé en librairie le second et dernier tome de L'Élixir de Dieu, une aventure où contrebande et religion se mélangent pour le plus grand plaisir du lecteur. Avec ces deux couvertures qui se répondent, l'une bleue et l'autre rouge, une fois un homme, une autre fois une femme, armés alcool à la main, nous avons là un diptyque original et passionnant qui connaît une suite et fin dans le deuxième tome baptisé Deus Ex Alambicus. Pour rappel, au centre de l'histoire, nous retrouvons une certaine Maureen, rebaptisée Sœur Holly, depuis qu'elle est venue se réfugier dans un couvent, revêtue de l'habit religieux, une sœur qui a sur ses talons certains bandits qui veulent la retrouver ardemment. Pour ne rien arranger, ce même couvent est en proie à des soucis financiers, soucis qui arrangent bien les promoteurs immobiliers de la région qui aimeraient le voir disparaître pour bâtir une grande usine flambant neuve. Enfin, nous sommes dans le Massachusetts à la fin des années 20, et dans la région, le Ku Klux Klan occupe encore une grande place, n'hésitant pas à tuer comme ce fut le cas pour 2 livreurs d'alcool à la peau noire, comme on le découvrait dans le premier tome. Tel l'équilibre d'une belle composition de spiritueux, tous ces ingrédients vont se retrouver mélangés dans un deuxième tome qui se muscle sacrément au niveau de l'action et où la violence sera fortement présente. Lieu de paix et de spiritualité d'ordinaire, le couvent Saint-Patrick va devenir l'endroit central d'un règlement de compte où la pègre, le FBI, les notables de la ville et les religieuses qui distillent l'alcool vont se retrouver pour régler leurs comptes. Les masques tombent dans ce second volet et l'on découvre aussi combien Maureen est une femme au grand cœur alors que d'autres, sous le costume du clan, s'avèrent être de bien sombres personnages. Malin, le scénario de JF ouvre d'ailleurs une petite porte sur une suite possible, même si l'histoire clôt ici cette aventure qui apporte des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser. Toujours aussi dynamique et beau, le dessin de Christelle Galland apporte beaucoup de personnalité à chacun des personnages présents, offrant au lecteur un très bon moment sur les 64 pages que compte cette deuxième partie. Conclusion de cette passionnante histoire, cette deuxième livrée est arrivée en librairie le 29 mai dernier et vous aurez certainement compris, moi qui ai pris le temps de présenter les 2 tomes, que je me suis bien amusé à me plonger dans cette histoire qui ne manque pas d'action. Dans Cristal Céleste, mon coup de cœur suivant, il est question du passage de l'adolescence à la vie d'adulte à travers la métaphore de l'apparition de super-pouvoirs chez une adolescente pour le moins angoissée.
L'histoire se déroule à Londres et quand on fait connaissance avec Dorothy, la jeune fille a 14 ans et son angoisse est alors alimentée par les disputes de ses parents qu'elle entend à travers les fines cloisons qui séparent sa chambre du salon. Mais son existence va changer un beau soir où un drôle de phénomène va se produire dans son jardin, un phénomène qu'elle va aller voir de plus près en descendant par la gouttière. Ce qui paraît être la chute d'un météorite a provoqué un trou au beau milieu de la pelouse, mais cet objet venu du ciel, qui a la forme d'un gros cristal, va alors interagir avec la demoiselle, changeant son destin à tout jamais. Pourtant, l'album fait alors une ellipse de 5 années pour retrouver une Dorothy qui a alors 19 ans, qui est inscrite aux Beaux-Arts sans faire preuve d'un enthousiasme débordant, qui vit avec sa mère qui termine de divorcer d'avec son père. Si on la retrouve à cet âge de la vie, c'est que voilà le moment où des pouvoirs se manifestent à elle, des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas vraiment et qui semblent apparaître quand elle est dans une situation de stress ou d'anxiété. C'est donc une Dorothy dans l'apprentissage de ces nouveaux phénomènes que l'on va suivre, elle qui subit dans un premier temps cette mutation, elle qui va apprendre à maîtriser cette force sans forcément savoir ce qu'elle va pouvoir en faire d'ailleurs. Dans cette quête, ce long apprentissage, elle va pouvoir s'appuyer sur une autre jeune femme un peu plus âgée qu'elle, une certaine Ellie, qu'elle a découverte en communiquant avec elle par télépathie. Avec cette métaphore des cristaux célestes et du passage à l'âge adulte que l'on fait en ayant de nouveaux pouvoirs, l'auteur anglais Joe Sparrow nous raconte la difficulté que l'on peut rencontrer à cet âge-là de la vie pour se trouver une place dans la société. L'album est très intéressant à suivre, d'autant que notre héroïne, avec ses fêlures et ses doutes, est un personnage attachant dans lequel on peut se retrouver sans aucune difficulté. Le trait simple, alternant rondeur chez les personnages et forme géométrique pour l'environnement et les objets, donne une vraie identité graphique à cet album au dessin très dynamique. Souligné par un univers coloré et par des cases kaléidoscopiques, je me suis laissé entraîner dans cette histoire avec beaucoup de plaisir, tant cet ouvrage ne manque pas d'intérêt du tout. Arrivé en librairie le 5 juin dernier chez l'éditeur Sarbacane, Cristal Céleste s'adressera tout autant à un public adolescent qu'à un public plus adulte, une histoire qui se déploie en 216 pages pour un album que je recommande chaudement là aussi. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en mettant en lumière un ouvrage spécial, la sortie du 9e et dernier tome des Cahiers d'Esther, une série que j'aurais adoré suivre en même temps que l'on voyait la petite Esther grandir. On se rendra d'ailleurs un jour peut-être compte de la portée sociologique de cette série où un auteur, Riyad Sattouf, raconte la jeunesse d'aujourd'hui à travers le personnage d'Esther et de ses copines. En 9 ans, ce sont des expressions, des artistes de la culture populaire ou encore l'état d'esprit de cette même jeunesse qui a été retranscrite dans les 52 pages multipliées par 9, ce qui fait en tout 468 pages. Comme prévu, Riyad Sattouf referme donc cette parenthèse au moment où Esther fête ses 18 ans, elle qui va maintenant pouvoir se tourner vers un avenir qu'elle semble avoir du mal à envisager à la lecture des différentes histoires qui font ce dernier volume. La tonalité de ce dernier tome se veut d'ailleurs plus grave, peut-être parce que le monde a changé aussi, mais surtout parce que pour l'adolescente, c'est l'année du bac et de toute la pression que cela engendre dans un établissement comme le lycée Royal à Paris. Même si j'ai eu plus de tendresse pour les premiers tomes quand elle était encore petite fille, il est intéressant de la voir grandir et de voir évoluer ses sujets de préoccupation, ici les garçons, et ce que sera son avenir après le bac. Au milieu d'histoires légères apparaissent aussi d'autres, plus graves, qui permettent de faire émerger le quotidien de la jeune Esther, comme la grand-mère qui perd la mémoire, la découverte avec horreur de ce que fut la Shoah, ou encore les relations amicales qui ne sont jamais acquises. Comme pour les 8 tomes précédents, les histoires s'enchaînent, elles font souvent une planche, mais peuvent parfois se suivre sur plusieurs pages, et elles permettent d'accéder aussi aux pensées d'Esther, même si celles-ci se montrent de plus en plus facétieuses au fil du temps qui passe. Ça fait d'ailleurs étrange de se dire que l'on a vieilli en même temps qu'elle grandissait, ce dernier tome donne envie de ressortir le premier de sa BD Tech, comme on se replongerait dans un vieil album photo d'un enfant qui aurait grandi trop vite. Côté dessin, c'est du classique là aussi, le style simple et efficace de Riyad Sattouf fait toujours des merveilles, déployant une palette de couleurs minimale pour souligner les ambiances de chacun de ses récits. Voilà, avec ce 9e et dernier tome, on quitte définitivement Esther,
Peut-être qu'un jour, Riyad Sattouf nous racontera ce qu'elle est devenue adulte, mais en attendant, il nous reste une série de 9 ouvrages qui s'est imposée comme un incontournable dans le panorama du 9e art français. Ce sont les éditions Alary, maison d'édition pas du tout spécialisée dans la bande dessinée d'ailleurs, qui ont publié ce best-seller, une série incontournable que je vous recommande plus que chaudement si vous ne la connaissez pas encore. Ainsi se termine ce 178e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Jesse Owens, Des Miles et des Miles, un ouvrage sorti récemment aux éditions Futuropolis que l'on doit à Gradimir Smudja. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 8 juillet, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.